Cette semaine, dans Afrique, nous partons à Madagascar découvrir une coutume ancestrale, la cérémonie de retournement des morts où les corps sont exhumés et les familles dansent avec les défunts des années après leur décès. Nous vous présenterons ensuite une association ivoirienne, Sourire un jour, offre de la chirurgie réparatrice aux survivants du Noma, une terrible maladie qui, lorsqu'elle ne tue pas, laisse de graves séquelles physiques. Enfin, nous verrons qu'à Johannesburg, les câbles en cuivre situés sous la ville attirent les voleurs et les trafiquants. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Après 2 mois de crise, les Kenyans sont retournés aux urnes, mais cette fois sans vraiment d'enthousiasme. Le scrutin a été boycotté par l'opposition et certains bureaux de vote ont même été bloqués, donnant lieu à des affrontements avec la police, comme ici, dans le bidonville de Kibera ou à Kisumu, dans l'ouest du pays. Le résultat ne fait aucun doute, le président sortant Uhuru Kenyatta est assuré de l'emporter, son rival historique Raila Odinga ayant décidé de ne pas participer à ce qu'il qualifie de mascarade électorale. Dans 4 des 47 comtés du pays, la présidentielle a été reportée sine die par la commission électorale. Antonio Guterres était en République centrafricaine cette semaine. Le secrétaire général des Nations Unies a notamment rencontré les membres de la mission de maintien de la paix et des populations déplacées à Bangassou dans le sud-est du pays. C'est ici que 9 casques bleus ont été tués entre mai et juillet. Antonio Guterres a plaidé pour un renforcement de 900 casques bleus de la MINUSCA, déjà forte de plus de 12 500 hommes. Elle s'est rendue en Éthiopie, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Pour sa première tournée africaine, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, a rencontré à Juba le président sud-soudanais Salva Kiir. Elle a exprimé sa déception et son inquiétude quant à la situation du pays, ravagé par une guerre civile. 300 millions d'habitants, 15 pays différents. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veut davantage d'unité et pour cela créer une monnaie unique dès 2020. Elle remplacerait le franc CFA et 7 autres devises nationales. Mais l'idée est évoquée depuis 30 ans et n'a jamais été concrétisée. Le Nigeria, poids lourd de la zone, est particulièrement réticent. L'Organisation mondiale de la santé a finalement fait marche arrière. Après avoir annoncé la nomination du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, comme ambassadeur de bonne volonté, l'OMS est revenu sur sa décision. Beaucoup d'ONG et certains pays comme les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Canada s'étaient insurgés contre ce choix, de même que l'opposition zimbabwéenne. Rav a le sourire. Au son de la fanfare, elle danse, car elle va revoir ses grands-parents. Ils sont morts il y a bientôt 30 ans, mais durant quelques heures, leurs corps vont être extraits de leur tombeau. Oui, c'est le moment de fête pour nous. C'est l'exhumation pour nos grands-parents. Cette coutume ancestrale malgache venue d'Asie est connue sous le nom de retournement des morts. Elle est l'occasion d'une grande fête, spectaculaire et très onéreuse, où l'on danse avec les morts, dont on change le linceul. C'est un moyen pour les vivants d'avoir un lien avec les morts. C'est comme un hommage au souvenir du mort. Même si les morts ne sont plus à leur côté, les vivants pensent toujours qu'ils ont froid et qu'ils ont besoin de couverture, et ils restent à leur côté jusqu'au soir. Isabelle est désarçonnée devant la dépouille de son enfant. Il est mort il y a 9 ans. Il n'en avait que 3. Je suis triste et heureuse en même temps. Triste quand je le regarde, décomposé. On ne sait plus si c'est un humain. Le retournement des morts, c'est aussi une des rares occasions de voir sa famille élargie et de demander la bénédiction aux ancêtres. Les Malgaches considèrent que les morts sont leurs messagers auprès de Dieu et qu'ils peuvent influer sur leur existence de vivants. Il y a vraiment eu une bénédiction. Auparavant, notre famille était démunie, un peu pauvre. Mais là, maintenant, tout le monde a retrouvé du travail. L'agriculture, ça marche maintenant. Tout fonctionne bien, même l'agriculture. Nous pouvons en vivre. Mais chaque année, des Malgaches meurent de la peste, juste après la période du retournement des morts. Selon le ministère de la Santé, certains cadavres porteurs de la bactérie pourraient contaminer les vivants. Face à l'épidémie de peste qui sévit, l'attachement physique des Malgaches à leur mort se heurte aujourd'hui à un enjeu de santé publique.
Depuis l'âge de 3 ans, Flora est contrainte de vivre enfermée chez elle pour échapper aux insultes et aux regards moqueurs. Le Noma a provoqué une excroissance recouvrant la moitié de son visage, une séquelle physique particulièrement dure pour cette jeune femme de 20 ans. C'est à cause de cette maladie que mes parents n'ont pas voulu que j'aille à l'école, parce qu'ils pensaient qu'à l'école, les gens allaient se moquer de moi. Le Noma est une maladie bactérienne qui s'attaque aux personnes les plus faibles physiquement en se développant dans la bouche. 9 malades sur 10 en décèdent et les rescapés se retrouvent défigurés à vie. Pour y remédier, cette équipe médicale bénévole offre gratuitement des soins chirurgicaux pour réparer les visages. En une semaine, l'équipe a opéré une 50aine de patients. Le problème, c'est que ça atteint tous les niveaux. Ça atteint la peau, ça atteint les muscles, ça atteint l'os et ça atteint la muqueuse, la peau qui est à l'intérieur de la bouche ou du nez. Donc on essaie de refaire ces tissus en amenant des tissus d'une autre part du corps. Certains patients devront subir plusieurs interventions, mais tous les frais médicaux sont pris en charge par l'association ivoirienne Sourire un jour, qui chapeaute le programme. En réparant ces visages abîmés, l'association souhaite aussi sortir de l'exclusion les victimes du Noma. C'est des gens qu'on prend pour des sorciers qui ne sont pas reconnus comme des êtres humains. Ils ont quelque chose de frappant et de terrible qui les fait rejeter par toute la population. Flora a récemment été opérée. Comme les autres patients, elle se découvre un nouveau visage avec un sourire. Un nouveau visage qui lui permettra, comme elle l'espère, de découvrir enfin l'amour. Ces ouvriers ont un objectif crucial, rétablir le courant à Johannesburg. Les vols de câbles électriques en cuivre ont pris une ampleur sans précédent dans la capitale économique de l'Afrique du Sud. Conséquence, des coupures de courant récurrentes, parfois pendant plusieurs jours. En une seule nuit, en septembre, 32 km de câbles ont été endommagés. Cet incident en particulier va nous coûter 45 millions de rands. Et avec les améliorations de sécurité, ça va nous revenir au total à 50 millions de rands. Soit près de 3 millions d'euros. Les vols de cuivre s'expliquent par la forte demande, notamment en Asie, et par le cours des matières premières. Le prix de ce métal a augmenté de 60% en un an et demi, jusqu'à 6 000 € la tonne. Et quand les coupures durent plusieurs jours, ce sont les petites entreprises du centre-ville qui payent le prix fort pour louer et faire tourner des générateurs. Avant, on faisait payer 5 rands de l'heure pour utiliser Internet, mais maintenant on demande 10 rands à cause de l'essence qu'on doit acheter. Et du coup, on perd plein de clients, vous voyez. Donc le business tourne au ralenti, mais on n'a pas le choix. La police sud-africaine vient de créer une unité spécialisée dans le vol des câbles, mais la traque des criminels se heurte souvent à la corruption généralisée. Nous pensons que des fonctionnaires municipaux sont impliqués, ainsi que des sous-traitants, parce qu'ils ont des cartes de ces tunnels où sont enfuis les câbles sous les rues de Johannesburg. Nous n'excluons pas non plus que la police soit corrompue, étant donné les quantités de cuivre qui sont dérobées. Les criminels appartiennent à des gangs sophistiqués. Ils mettent le feu dans des souterrains et profitent du court-circuit pour arracher les câbles. Et tant que le prix du cuivre sera élevé, les autorités sud-africaines vont devoir redoubler d'ingéniosité pour leur faire face. Pour le travail qui va suivre, on va les dédier à nos frères et sœurs qui vivent dans des pays... Voilà Franck Noël Makosso, alias No. Double champion de slam du Gabon, il cherche à montrer, via ses textes, le quotidien difficile des quartiers populaires de Libreville. Il veut porter la voix des sans-voix. Dans notre prochaine édition, nous irons en Afrique du Sud, plus précisément dans la province du KwaZulu-Natal. Là-bas, la politique est devenue un jeu mortel. En un an, plus de 40 militants y ont été abattus, victimes d'une guerre sans merci pour le contrôle de la branche locale du parti au pouvoir,
le Congrès national africain. À la semaine prochaine.